Ça n'est pas une bête de race, au même style que celle-ci. J'ai eu le plaisir d'être passager dans une telle voiture. C'est fabuleux. Voici une Dino. On l'appelle souvent Ferrari, mais ça n'est pas le cas, c'est une Dino. 4 arbres à cam en tête, 6 cylindres en V. Cette berline fut créée par Pininfarina en 1974. Elle atteint 235 km/h et le rapport poids-puissance est d'environ 5 kg au cheval. Voilà une Ferrari. Ce coupé réalisé par Pininfarina, 12 cylindres en V, 1300 kg, 245 km/h. Toujours Pininfarina pour cette berlinette 12 cylindres horizontaux, moteur Boxer de 340 chevaux, 5 litres, 280 km/h, construction à Modène bien sûr, c'est la 512 BBI, une machine exceptionnelle. À ses côtés dort une petite merveille. Vous l'avez sûrement vu dans les courses de côte, c'est la petite Renault Alpine, 185 km/h, 4 cylindres, 1300 cm3 pour seulement 690 kg. Rouge, toujours rouge, Ferrari, Testarossa de 1986. Ce coupé a été réalisé par Pininfarina. Il est muni aussi du 12 cylindres horizontal Boxer. 290 km/h, 5 secondes 8 pour aller à 100. Une bête. Los Angeles, 1966, Roadster aluminium, Ford 8 cylindres en V, 7 litres, 425 chevaux, 975 kg, rapport poids-puissance 2,3, 280 km/h et vous êtes propulsé à 100 km/h en 5 secondes. Un vrai monstre. C'est la Cobra type 427. Elle est presque brutale, cette machine. Avec son tuyau d'échappement latéral, son arceau de sécurité, c'est un vrai monstre. Au fond, dans ce musée de Murillo, les voitures nous attendent toutes, posées les unes à côté des autres. Elles sont merveilleuses. Cette adorable mécanique, c'est un moteur BMW de Formule 1, 4 cylindres en ligne, turbo compressé, 1500 cm3, double arbre à cam en tête, 4 soupapes par cylindre. Il a été testé à plus de 1000 chevaux. Essayez de le glisser dans votre 2 chevaux. Dans tous les musées, il y a une reine. Cette reine-là est très spéciale. Construite à l'époque en 21 exemplaires, il n'en reste plus qu'une connue de nos jours. Vert pâle, elle est adorable, et c'est avec plaisir qu'on longe son capot. Vous aurez peut-être reconnu une voiture de Sochaux. Il s'agit en fait d'une Peugeot. Mais au fond, au lieu de rester sur la galerie, ne vaudrait-il pas mieux de descendre, voir de quoi il en retourne? Reprenons donc ce fameux escalier en colimaçon, sans toutefois nous casser la figure comme auparavant. Au passage, admirons les voitures que nous avons déjà vues tout à l'heure. Pour terminer, sur le coffre arrière de la Peugeot, tiens, il est levé. Et chose curieuse, mais oui, bien sûr, le toit est en train de rentrer dans le coffre arrière. Monsieur Frézard va nous montrer comment, à l'époque, en 1935, on faisait rentrer le toit
dans le coffre. Plus vite qu'une anglaise, vous aurez mis votre bon ami à l'abri lors d'une pluie qui vous tomberait tout soudain dessus sans prévenir. Le soleil revient, le coffre s'ouvre. Remarquez les grosses charnières qui lèvent l'ensemble. Et le toit s'assujettit au-dessus de vous sans effort. Voilà, vue de face, voilà la machine. Le coffre se lève et le toit reprend sa position entre le coffre et le... Cette 601D monte à 103 km/h pour 1430 kg. Ce coupé transformable est adorable, ému par un 6 cylindres en ligne. C'est le bijou de Muriot. Il était à Rétromobile cette année, demandé par Peugeot même, qui n'en connaît plus qu'un exemplaire. Le tableau de bord est spartiate, mais fonctionnel. Sièges séparés avec barres en fer pour que les passagers, enfin je voulais dire presque le passager, puisse se tenir. Il ne nous reste plus qu'à voir M. Frézard pour lui poser quelques questions concernant son musée. Sa visite était passionnante, les voitures extraordinaires, mais au fond, que pense M. Frézard? Monsieur Frézard, ce musée date de quand? Alors, le musée était ouvert en automne 88, était inauguré au 1er juillet 89 et c'était décidé en 86. C'est allé relativement rapidement puisque c'est en 85 que j'ai eu l'idée de fonder ce musée et la réalisation a duré donc jusqu'à l'automne 88. Mais toutes les voitures qui sont derrière nous sont à vous? Non, en gros la moitié de la collection m'appartient et l'autre moitié appartient à des amis collectionneurs qui me les mettent à disposition, ce qui veut dire que la collection va tourner. Hein, ce qui est peut-être assez attractif, c'est que si vous revenez dans une année, grosso modo, et en tout cas normalement le quart de la collection devrait changer chaque année. Donc vous allez faire des roulements avec d'autres musées suisses ou étrangers? Oh non, pour le moment, pas tellement de musées, mais des collectionneurs. Vous savez, les autres voitures, quand je vous dis que la moitié de la collection ne m'appartient pas, ce sont généralement des collectionneurs qui ont une ou deux pièces. Il n'y a pas de collectionneurs qui ont 4 ou 5 pièces. Ah d'accord. Ils sont tout contents que leur voiture soit exposée à un moment. Et à l'abri. Et à l'abri. Et à l'abri. Donc vous devez les faire tourner de temps en temps, elles ne restent pas. C'est le problème, parce que le musée est ouvert tous les jours, et puis ça c'est des choses qu'on n'avait pas prévues à ce point, c'est que pour sortir les voitures, il faut le faire rapidement, il faut le faire le matin, Oui. quand les conditions sont bonnes, tout c'est pas facile. Et puis, des fois, pour bouger les voitures, là, c'est quand même pas mal, enlever tous les barrières, ça donne pas mal de travail, quoi. Mais on peut les faire tourner sur place, hein, c'est pas un problème. Mais on aime bien aussi les rouler. Ah oui, bien sûr. On profite des changements, c'est-à-dire que s'il y a quelques voitures qui changent, on les fait venir pour le même jour, et puis là on profite de changer, de rouler les voitures qu'on déplace ce jour-là. Le nombre de spectateurs environ, de visiteurs, je voulais dire. L'année passée on a fait 20 000, mais donc le musée était véritablement connu depuis le 1er juillet. Et là, on serait sur un pied à peu près de 35 à 40 000 visiteurs par année. Et vous pensez tourner avec 40 000 à peu près? Oui, tourner. Tourner, c'est juste. Hein. Oui, On ne gagne pas d'argent, c'est clair, non. avec un musée. Maintenant, vous avez une Peugeot assez fabuleuse, cette 601. Elle vient d'où? Racontez-nous un tout petit peu l'histoire de cette voiture. C'est une voiture que j'ai eue d'un collectionneur de Genève. Et à l'époque, j'avais d'abord renoncé à l'achat, mais quand j'ai eu l'idée de créer le musée, j'ai pensé que c'était une pièce qui pourrait animer le musée. Parce que ce qu'on reproche à un musée, c'est que le musée est statique, il ne se passe rien. Alors là, je dis que ça peut être une bonne chose pour le musée s'il se crée. C'était une bonne chose parce que je crois que si vous visitez le musée,
Il y a des pièces que vous allez plus vous en souvenir, mais je remarque que les gens qui ont visité le musée il y a une année et demie, ils se souviennent tous de la Peugeot 601, parce que si on leur a fait la démonstration du toit escamotable, ça reste. Ça reste, c'est ça. Et puis enfin, c'est quelque chose de dynamique. Donc, le musée, c'est très important. Honnêtement, quand on regarde la voiture, on est surpris au fond de voir toute cette mécanique dans une voiture relativement populaire, parce qu'au fond, cette 601 n'est pas... Bon, c'est peut-être pas populaire parce que la 600 est une voiture haut de gamme de l'époque. Hein. Pas une grande réussite commerciale parce que le moteur est un 6 cylindres latéral, rien d'extraordinaire, justement. même un peu délicat. Ah bon, en plus. En plus. Et puis, bon, les formes étaient extraordinaires. Peugeot avait joué les grands couturiers, c'est une voiture quand même très élégante. Mais elle n'a duré que 2 ans. C'est pour ça qu'il n'y a eu que 21 Peugeot, donc 21 Eclipse. Alors que sur la 402, je crois qu'il y en a eu... 553. Oui, C'est un chiffre que j'ai lu dans vos papiers. Voilà. Et parce que la 402 a duré beaucoup plus longtemps, parce qu'elle a duré jusqu'à la guerre. Oui, c'est ça. Tandis que la 601, elle en a duré 2 ans. Et puis c'était le début, quoi. C'est 21 pièces. Quand j'ai acheté la voiture, d'ailleurs comme collectionneur, on ne savait pas qu'il y avait eu si peu de voitures que c'était la seule. On savait que c'était rare, mais pas à ce point. Alors la voiture était entièrement restaurée. Ici. Oui, ici. C'est vous qui le faites. Mécanique, carrosserie, on le donne à faire. D'accord. Maintenant, si on vous dit, on vous donne une somme d'argent épouvantable, peu importe, c'est pas ça l'intérêt. Oui. Achetez une voiture. Laquelle achetez-vous? Si moi j'avais le choix Oui, d'une voiture... votre rêve, vous pouvez choisir une voiture. Alors je vous en dis 2. Alors dites en 2. Oui. Bien, moi, dans les voitures, j'en dis que 2, hein, parce que Oui. non, mais dans les voitures qui m'ont beaucoup frappé avant-guerre, c'est la Bugatti Atlantique. D'accord, oui, Oui. je comprends ça. Oui, et puis, bon, vous me dites, hein, si on ne compte pas d'argent, si on C'est compte clair, pas, alors, comme ça. donc une 57S. Je pourrais dire par exemple Atlantique. aussi la Talbot Goudeau, la Figoni Oui. Franchi, voilà, ça C'est des très beau voitures aussi, d'accord. et qui se ressemblent. Oui. Et puis après-guerre, après-guerre, je dirais une Aston Martin DB4 Zagato. Ah, une Zagato, Ouais. mais d'accord. Voilà. Moi, ça, Donc, c'est peut-être, ce sont vos 2 rêves Ouais. de collectionneur. Si on vous propose une 35 pour mettre au musée, ça vous tenterait? Ah oui. Pourquoi il n'y en a pas? Inaccessible. Inaccessible, oui, Bugatti. Moi, j'ai quand même, pour un petit musée comme ça, j'ai quand même 4 Bugatti. Oui, il y en a 4. Il y en a Dans 4. la voiture assez extraordinaire qui a été faite pour un prince hongrois, une carrosserie viennoise, une pièce unique. Tout à fait, si on regarde bien cette Alors, en carrosserie... Bugatti, je suis pas mal représenté quand même. Justement, cette carrosserie dont vous parlez, c'est la Bugatti qu'on a vue tout à l'heure, la 57 rouge et noire. On pourrait dire que l'arrière ressemble à une Porsche. Oui, toute la voiture ressemble à une voiture carrosserie germanique, hein, c'est tout à fait le style, pare-brise fendu, la capote, ce qu'ils appellent les Allemands beaucoup le cabriolet B, donc ça veut dire la 2 portes, 4 places. C'est ça. Ouais, avec la capote qui se rentre mal. Oui, c'est typique de ces années-là, en fait. Mais en fait, une voiture là-bas. qui était pratique. Quoi. C'est une voiture pratique. Ben écoutez, Monsieur Fraser, il y a une chose que j'aimerais vous dire, il faudra ouvrir la porte parce que, en ce qui me concerne, je crois que je prendrai la petite Bugatti blanche et bleue qui se trouve au fond et je vais rentrer avec. Malheureusement, comme je suis avec ma femme, elle voudra prendre la MG et puis il faudra que je rentre en MG. Je vous remercie infiniment de cette visite passionnante. On reviendra bien sûr. J'espère, quoi. Et puis je vous en... Et maintenant, c'est l'heure de filer. Malheureusement, nous devons quitter Muriot et ses belles automobiles. Le rêve prend fin jusqu'à la prochaine visite. Allons, détache tes yeux de toutes ces belles carrosseries et va-t'en. L'appel du brouillard est-il le plus fort? Je crois. Je pousse la porte du musée. Un dernier regard en arrière. Il fait froid, le brouillard m'enveloppe. Et là-bas, soudain, tiens, qui vois-je? Mon ami, ma MG. Merci, Monsieur Fraser. Et à bientôt, j'espère. Merci de votre gentillesse.